Salut les fous du volant, il faudrait la durée d'un vol retour Melbourne-Paris pour évoquer tout ce qu'il s'est passé durant ce Grand Prix d'Australie, manche d'ouverture de la saison 2025 de Formule 1. Stéphane, on va essayer de faire un tout petit peu plus court, si tu veux bien. On va faire le tri, on va résumer ça comme une course sprint. Ah bah tiens, on en reparlera pour la Chine. Mais alors, quel Grand Prix, mes amis, il faut dire aussi, quel circuit. Il n'y a pas de hasard, hein, c'est un peu notre marotte. Et quand la météo vient y mettre son grain de sel, ça donne une épreuve explosive. Une épreuve remportée par Lando Norris, qui a fait le triplé. Pole, victoire, meilleur temps en course. Une démonstration de force de la part de McLaren, qui avait bouclé la première ligne et qui confirme son statut d'équipe à battre. Ça sera le premier sujet qu'on va développer dans les fous du volant aujourd'hui. L'Australie, c'était aussi le premier Grand Prix de Lewis Hamilton chez Ferrari. Ça a failli le faire pour la Scuderia. Au final, c'est seulement 5 points de ramener de Melbourne, avec la 8e place de Charles Leclerc et la 10e pour Lewis Hamilton. Départ raté pour les hommes de Fred Vasseur. Lune de miel au goût amer du côté de la Scuderia. L'Australie, son circuit, son ambiance de rentrée des classes et des débutants qui ont mordu la poussière ou qui ont bu la tasse, hein, pour être un petit peu plus dans l'image du jour. Isaac Hadjar dans le mur avant le départ. Douane Bortoleto manquant à l'arrivée. Il ne faisait pas bon et traîner son statut de pilote en Formule 1 à Melbourne le week-end dernier. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui. On est heureux de vous retrouver donc sur YouTube. Hein. Depuis le début de l'année, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur le YouTube de la chaîne Eurosport. Ça n'est plus le podcast que vous pouvez écouter. On a reçu beaucoup de messages à ce sujet. Les fous du volant, maintenant, c'est en vidéo et en intégralité. Et vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et nous soumettre des sujets, pourquoi pas, des angles à aborder pour les prochains Grands Prix. On attaque, comme promis, Stéphane, avec McLaren, premier de cordée en 2025. Les McLaren qui ont donné le ton. Et dès que la piste a commencé à sécher en course, on a vu, hein, le rythme de Norris et de Piastri n'était pas tenable, y compris pour Max Verstappen. C'est la 5e victoire en carrière pour Lando Norris. C'est la première fois qu'il est en tête du championnat du monde. Et il y a une sorte de passation de pouvoir avec Lewis Hamilton parce que c'était le dernier pilote McLaren, Lewis Hamilton, à avoir été en tête du championnat du monde en étant pilote McLaren. C'était après le Canada en 2012. Autre statistique, Stéphane, ça faisait 1029 jours consécutifs que Max Verstappen était en tête au championnat du monde de Formule 1, l'équivalent de 63 Grands Prix de rang, une série qui s'est achevée donc avec cette victoire de Lando Norris, qui a presque été parfait pendant ce week-end. McLaren surtout. Et dans une course comme ça, où il y a des rebondissements, il faut avoir une certaine lecture et prendre des bonnes décisions, généralement tu envoies sur le podium ton stratégiste. Parce que McLaren a eu presque tout bon, à un tour près parfois, mais ils n'en ont pas vraiment payé les conséquences. C'est pas loin de la catastrophe, quand même. Et là, en fait, ils ont envoyé sur le podium pour recevoir le trophée des constructeurs Rob Marshall, dont on vous avait parlé la semaine dernière, et c'est le magicien dans l'histoire, hein, chez McLaren. C'est celui qui continue en fait de développer la McLaren et qui a changé l'avant, qui a fait quelque chose d'assez hardi. Chez Red Bull, on a dit c'est très très risqué. Ben là maintenant, on a le résultat, autant sur un tour en qualif que en course, dans des conditions plus délicates. Il n'y avait pas match. Et effectivement, avec ça, ils ont un pilote qui est maintenant très très solide. Ce que je retiens, c'est les 2 derniers tours, quand Verstappen est en train de gigoter derrière pour essayer de lui faire un petit peu peur, comme si Norris était un débutant. Norris n'a pas bronché, alors il était sous une grosse pression. Verstappen était dans son DRS, mais ça n'a rien changé. Maintenant, il est solide. Il a pris un très bon départ. Il s'est envolé. Il était sous contrôle. Il y a eu la chaleur du, je crois, 44e ou 45e tour. Enfin, quand il sort, voilà. À part ça, tous les voyants étaient ouverts. Et puis là, il est en tête du championnat. Effectivement, avec une bonne petite longueur déjà d'avance, 7 points, c'est quand même pas rien. Mais sur Verstappen qui était en mode limitation des dégâts. Et effectivement, tu l'as dit, Gilles, tu as rappelé certaines statistiques. McLaren remonte le temps. Première
ligne 100% orange papaye pour la première fois depuis Melbourne en 2012. Elles n'étaient pas orange à ce moment-là. Non, tout à fait, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Norris, pour la première fois numéro mondial, on attendait ça, on avait presque oublié en fait qu'il n'avait jamais mené le championnat. Ouais. Et puis, effectivement, premier pilote McLaren en tête du championnat depuis 2012, le post-Montréal. Donc ça veut dire que McLaren reprend le cours de son histoire glorieuse. Et puis, 189 victoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec un peu de chance cette année, ils vont passer le cap des 200 et McLaren ne sera plus très loin, toute proportion gardée, de Ferrari qui mène au record des victoires pour une écurie. Ils en sont à 248 victoires. Mais sur une saison à 24 Grands Prix, ça peut aller vite. Je dis attention. Tu t'enflammes. McLaren, historiquement, un beau palmarès. C'était une belle endormie qui est sur le retour. Exactement. Alors, il y a une statistique à laquelle je me suis intéressé. C'est un des avantages, finalement, de publier les fous du volant le mardi, c'est qu'on a le temps d'aller fouiller un petit peu. En 24 éditions, en tant que manche d'ouverture du championnat. Il y a eu une exception en 2010 où l'Australie était en deuxième position au calendrier derrière Bahreïn. J'ai quand même pris cette année-là en compte. Donc 24 éditions en première ou deuxième place au calendrier. L'équipe qui a monopolisé la première ligne a fait le doublé championnat pilote, championnat constructeur à 13 reprises. Ouais. 13 sur 24, c'est plus que la moitié. Donc c'est plutôt bon pour McLaren. Pour vous donner quelques exemples, cette série elle commence en 1996. Damon Hill, Jacques Villeneuve sur la première ligne en Williams-Renault. Damon Hill est champion du monde, Williams-Renault est champion du monde des constructeurs. Et c'est une statistique qui se poursuit durant toutes les périodes de la Formule 1, de 1996 jusqu'à nos jours. Hakkinen, Coulthard, McLaren, Mercedes, ça marche aussi. Schumacher, Barrichello chez Ferrari, ça marche aussi de 2001 à 2004. Jenson Button, Rubens Barrichello chez Brown GP en 2009, ça marche aussi. Vettel Weber en 2013 chez Red Bull, ça fonctionne. Hamilton Rosberg et Hamilton Bottas chez Mercedes, c'est valide aussi. Donc McLaren quelque part s'inscrit peut-être dans cette séquence. En tout cas, statistiquement, ils ont déjà plus d'une chance sur deux d'être champion du monde et côté pilote et côté constructeur. Ouais. Et d'où est-ce qu'ils tirent cette force déjà sur un tour? Alors, Horner a dit, c'est très étonnant parce que ils savent très bien monter les pneus en température et ça, c'est la suspension avant modifiée par Rob Marshall qui a pris un énorme risque. On le rappelle, il est payant maintenant. On sait que ça va marcher a priori toute la saison. Et puis Horner a dit, alors ils ont cet avantage et en même temps, ils ne dégradent pas. Ils n'usent pas les pneus. Alors ça, c'était la sidération pendant que Verstappen était en train de croquer ses pneus sur le premier relais, à tel point qu'on l'a appelé en disant, bon, tu vas pas tenir longtemps si tu continues comme ça. Et là, ils étaient quand même assez surpris. Donc, en fait, Verstappen a tenu le choc assez longtemps en pensant que la perfo des pneus McLaren allait se décoller. Voilà. Comme lui, pas du tout. Et là, en fait, il y a un moment, on ne l'a plus vu du tout. Et ça, c'était ce moment le plus important du Grand Prix qui disait que, en fait, McLaren va avoir de l'endurance avec ses pneus cette année, ce que n'auront pas les autres. Et c'est là où ça va se jouer, à mon sens. Et on nous parle de mini DRS, etc. Je pense que le problème n'est pas là. Alors, c'est une vision un petit peu journalistique, on va dire, un petit peu des médias, parce que c'est du visuel. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se passent à l'intérieur, sous la carrosserie de la voiture, qui apportent des avantages significatifs à la McLaren. Ils sont même visibles. C'est cette fameuse suspension avant. Parce que comment est-ce que tu expliques quand même qu'ils collent quasiment 4 dixièmes à Red Bull sur un tour et 65 centièmes, plus de 6 dixièmes à la meilleure des Ferrari. C'est au-delà d'un problème de mini DRS. Clairement. Et les autres se cachent un petit peu derrière leur petit doigt là-dessus, en particulier Christian Horner, Ferrari aussi, on y reviendra. Mais je pense que là, la voiture, elle est complète et ils sont tranquilles. Oui, et la preuve, c'est que Verstappen, qui avait fait un très bon départ, il avait quand même pris l'avantage sur Piastri pour s'intercaler entre les deux McLaren, fait une faute. L'année dernière, je crois qu'il a fait une saison sans une erreur. Là, il fait une faute, il bloque une roue, il élargit, Piastri passe, et c'est le premier signe en fait que il n'arrive pas à compenser le déficit de la Red Bull par rapport à la McLaren. Il est vulnérable. Alors, solide du côté de Norris. Est-ce qu'on parle un petit peu de Piastri parce que il se fait doubler
dès le départ. Il a été naïf. Par Verstappen. Ouais. Il se fait. Alors, il paye très très lourd l'alerte au 45e tour, quand il commence à pleuvoir, où Norris arrive à survivre. Lui, il part jardiner pendant des minutes et des minutes. Alors, et il revient quand même en piste. Oui, mais alors, je reviens d'abord sur le départ et on reviendra ensuite sur ce off. Il a plu. Donc, ça veut dire que la piste est gommée. Ça veut dire qu'il a autant d'adhérence que Verstappen. Il est en deuxième position. Donc, il négocie bien le premier virage. Et après, mais naïvement, il se met à l'intérieur. Mais pourquoi il fait ça? Alors que Verstappen fait tout le temps le même coup depuis Sao Paulo 2016. On sait comment ça marche avec lui. Et il ne le surveille pas, il ne bétonne pas dans les rétroviseurs. Même, tu regardes cette scène, tu te demandes quand est-ce que Verstappen va passer, mais tu sais qu'il va passer. Et là-dessus, Piastri a quand même été assez naïf. Et je pense qu'il aurait dû, dans sa tête, déjà se contenter de ça, plutôt que d'essayer de voir Norris, parce qu'il n'a pas regardé derrière lui. Il fallait d'abord qu'il se dise, je suis deuxième, je protège ma deuxième place. Et on le voit revenir à un moment sur Norris et commencer à mettre la pression. C'est là d'ailleurs qu'il a un peu dégommé ses pneus. Mais ouais, tout à fait. Mais son problème, ça reste de toute façon, alors il est battu par 84 millième, mais c'est sa 7e présence en première ligne, sans pole position, et ça va devenir un véritable problème pour lui, mais il n'était pas loin du compte cette fois-là. Alors je reviens sur la sortie en même temps que conjointe avec Norris, tout à fait. Si tu regardes bien, en fait, il rate un petit peu le point de corde, mais comme Norris dans le virage précédent, et puis il sort exactement au même endroit. Il sort au même endroit, donc normalement, ça doit donner le même résultat. Et Norris, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à une chose, c'est rester sur la piste. Et donc, il y va mollo, il freine, etc. Il sait qu'il est tellement fort, il reste encore 13 tours. Il sait que si Verstappen passe, il leur passera. Il a une grande chance. Je pense que Piastri, dans son approche, c'est autre chose. Il se met en mode panique et il se dit, il faut que je reste absolument devant Verstappen. Et il essaie de garder un maximum de vitesse. Et là, il le paye cash. Il y a le pelouse en face. C'est terminé. Et il a quand même réussi à s'extirper de ce grand dégagement en gazon, en marche arrière. Faut quand même le Il a quand même été assez lucide. Et alors là, il y a un petit point. C'est pas du tout de la faute de Piastri, mais du coup, il perd un tour à sortir de ce dégagement. Ouais. Et comme il y a safety car, on le laisse se dédoubler. C'est la règle. Voilà. Et comme il se dédouble, en fin de course, il a la possibilité de passer et Pierre Gasly et Lewis Hamilton en ayant perdu quasiment un tour dans le dégagement. Ça, c'est un point du règlement. Je pense qu'il va falloir quand même que quelqu'un lève le doigt en disant c'est pas très très fair. Ouais, tout à fait. Parce que Gasly et Hamilton n'ont pas passé un tour dans le décor. Tout à fait. Donc, il y en a d'autres qui ont eu droit comme ça. Voilà, il faudra à se dédoubler 2 fois. Berman, je crois, c'est dédoublé 2 fois. Donc, il faudra peut-être réfléchir à cette règle à l'avenir. Mais si je regarde bien, Piastri a quand même fini à un tour cette course. Ça veut dire qu'en termes de statistiques, il ne peut plus déjà égaler sa performance de l'année dernière. Il avait fait 100% des tours. Il avait été le seul. C'est un monstre de régularité. Bon, voilà. Ah, mais là, il y avait un petit peu plus de pression. Et on a bien senti, de toute façon, que ce premier Grand Prix, c'était déjà un premier round entre les deux pilotes McLaren. Et d'ailleurs, tu as vu, chez McLaren, quand on est revenu sur les retardataires, il y a tout de suite eu la consigne, on ne cherche pas à se dépasser en prenant un tour au retardataire. On sentait quand même que on tenait les rênes bien tendues pour que la situation n'échappe pas aux pilotes. Et c'est quand même une occasion presque manquée pour McLaren, malgré cette victoire de Norris, parce que 27 points au classement des constructeurs, en tête au classement des constructeurs, oui, mais à égalité avec Mercedes. Oui, tout à fait, ça fait c'est un peu bizarre. Et là, c'est vrai que Piastri a déjà usé un joker assez important. Et il a montré une faille. Oui. Moi, je trouve qu'il y a un moment, il n'a pas su se satisfaire de la deuxième place. Il avait vraiment envie de gagner ce Grand Prix, faire le gros coup devant son public. Il sait qu'il doit prendre à la gorge tout de suite Norris dans ce championnat pour exister. C'était un peu le problème des numéros 2 notoires, Barrichello chez Ferrari, etc. On a eu ça très très longtemps. On a connu ça, Perez aussi, le dernier en date chez Red Bull. Donc c'est pour ça que voilà, tu son mentor, le mentor de Oscar Piastri. Tout à fait. Donc voilà. Et puis je reviens effectivement même sur ce 32e tour où Piastri effectivement il coupe dans le virage 6-7, il perd le contact. Et puis après il fait un gros effort pour revenir. Ça veut dire qu'il était dans une partie d'élastique comme ça où il essayait de se remettre dans le match et il a fait le Grand Prix quand même globalement dans le rouge, quoi. Et il y a un moment en fait où c'est plus payant. Il fait
un déplacement absolument splendide dans le dernier tour sur Lewis Hamilton. Sur Lewis Hamilton, ah ouais. Alors ça, par contre, voilà, faut avoir du cran aussi pour le faire. C'est absolument génial. Mais effectivement, il a perdu gros quand même là-dessus. Et je pense qu'il est le grand perdant dans l'histoire. Oui, c'est sûr. Un des grands perdants. Moi qui ai dit qu'il terminerait la saison devant Lando Norris. Bon, 1-0 pour le Britannique. Il reste encore quelques grands prix. Je n'ai pas perdu tout de suite. On va parler de Ferrari, si tu veux bien, Stéphane. Pendant ce Grand Prix d'Australie, c'était évidemment la grande attraction de ce début de saison. Lewis Hamilton en rouge. Les 2 parents du septuple champion du monde présents dans les garages de chez Ferrari, ça arrive pas si souvent que les deux soient là en même temps sur la même épreuve. Alors, l'histoire retiendra qu'il a mené. Il est passé à un moment en tête de ce Grand Prix, au moment où chez McLaren et chez Red Bull, on a fait passer Verstappen pour remettre des pneus intermédiaires. On a tenté le pari, peut-être un petit peu trop longtemps chez Ferrari, de survivre en piste avec les pneus slick. Ce qu'aurait peut-être été une bonne idée si on avait insisté un petit peu moins, attendu un petit peu moins. C'est facile à dire quand on se retrouve 24 ou 48 heures après un Grand Prix. C'est toujours facile d'avoir une nouvelle lecture. Mais dans la situation à ce moment-là où étaient les Ferrari, Hamilton premier, Leclerc deuxième, je m'attendais à ce qu'on split en fait les stratégies. Absolument. Et ça, voilà, on met un œuf dans chaque panier et on attend de voir. Et on l'a pas fait parce que je pense que on ne veut pas donner l'idée ou faire prendre plus de risques à un pilote qu'à un autre. Donc on est resté en disant bon allez, on fait la même chose pour les deux. À un moment donné, ils se sont dit on va faire 1 et 2. Alors Fred Vasseur a dit là il faudra qu'on revoie notre système de communication, notre prise de décision. Alors il avait passé son hiver à ça, en sortant de chez Sauber, avant d'arriver chez Ferrari, il avait décortiqué toutes les courses. Les fameux stay out. Tout à fait. Et il avait dit qu'il avait simplifié la chaîne d'information vers la prise de décision. Et en fait, on en revient toujours au même problème. Ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas assez bons ou ils ne sont pas assez lucides, où là, ils ont joué un peu au casino. Aux apprentis sorciers. Tout à fait. En se disant, on n'a pas été bon samedi, on n'est pas bon jusque-là, mais on va se refaire à la cerise au dernier moment. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est surtout ça. Ils voulaient faire un gros coup. Bon, ce que je retiens encore, c'est que Ferrari retombe un petit peu dans ses travers. Alors, ce n'est pas aussi flagrant que pendant la période Binotto, mais on sort d'un hiver où ils ont été champions du monde de la communication. Donc champion du monde. C'est déjà ça. 2024-2025, mais ce qu'il faut, c'est être champion du monde 2024 ou champion du monde 2025. C'est ça leur problème. Ils arrivent, ils sont très beaux, c'est formidable, il y a de l'effervescence, c'est génial. Il y a un moment, on pose la voiture sur la piste et on voit ce que ça donne. Le samedi, c'est 6e voiture du plateau. Dimanche, c'est 7e voiture du plateau, point barre. C'est tout. Enfin, c'est ce que disent les résultats. Dans les faits, ils sont pas évidemment derrière une Sauber, on comprend bien ça, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Fred Vasseur nous dit la réalité, on est meilleur que ça, oui, mais la réalité, c'est 5 points au classement des constructeurs. 5 points, et puis McLaren, 27. Surtout, ce que tu remarques, Gilles, c'est qu'en qualif, on qualifie même pas aux essais. On a vu Hamilton galérer en termes de maniabilité, sous virage, voiture nerveuse. Alors, je me dis, la saison va être longue. La saison va être très longue. On va attendre. J'ai regardé les chronos. Lewis Hamilton, il commence difficilement. Un petit peu dans la lignée des tests de pré-saison. Séance libre 1, il est à 6 dixièmes de Charles Leclerc. Séance libre 2, il est à 4 dixièmes. Donc, si tu fais une moyenne, il est à une demi-seconde le vendredi. Le samedi, ça va un petit peu mieux. En gros, en essai libre 3 et en qualif, en moyenne, il est à 2 dixièmes par rapport à Charles Leclerc. Donc, tu sens que ça monte petit à petit. Puis après, en course, il a été devant à un moment. Quand la course repart, Charles Leclerc passe, prend un petit peu plus de risques que je trouve que Lewis Hamilton, où tu vois bien qu'il n'a vraiment pas voulu aller au contact, ni avec Charles Leclerc évidemment, mais non plus avec Oscar Piastri en toute fin de course. Mais Lewis Hamilton, alors, c'est le deuxième plus mauvais débutant chez Ferrari du 21e siècle, derrière Luca Badoer, qui était complètement perdu dans les réglages au volant de sa Ferrari au Grand Prix d'Europe à Valence en 2009. C'était après l'accident de Felipe Massa. Donc il arrivait, voilà. Bien que pilote essayeur, il s'en était pas sorti, 17e sur la grille. Là, Lewis Hamilton, 8e, c'est quand même assez embarrassant, même si Leclerc était juste devant lui, mais c'était trop loin en termes chronométriques et ça représentait bien ce qu'il avait fait aux essais. Mais
Fondamentalement, la voiture, sur un tour, elle est quand même assez loin. Ils ont dit qu'ils ont été surpris. Mais moi, je ne suis pas si surpris que ça parce que, tu l'as dit, Gilles, ils ont gagné la première course, la course médiatique cet hiver. Mais ce qu'il fallait surtout, c'était gagner la course en coulisses, dans les transferts. Ils ont fait le transfert du siècle l'année dernière. Moi, je pense qu'il fallait plutôt faire le transfert de l'année qu'une autre équipe a réalisé. Et ils le payent cash aujourd'hui. On en a parlé la semaine dernière. On apporte encore quelques détails sur la trame de ce qui s'est passé l'année dernière et pourquoi est-ce que cette voiture est assez moyenne finalement. Eh bien, en fait, Vasseur, il visait Newell l'année dernière, hein, si tu te souviens bien, Gilles, et c'est Ferrari qui a été la première écurie à démarcher Adrian Newell. Et on ne savait même pas qu'il était sur le marché, mais alors là, ça a été la stupéfaction. On se dit, oui, c'est le mariage idéal. Après Lewis Hamilton, c'était assez impressionnant. On se disait qu'il y a l'argument Lewis Hamilton, forcément, Newell va venir, voilà, pour un nouveau challenge. Et puis intervient Aston Martin. Laurent Stroll. Ils se font couper l'herbe sous le pied, etc. Et là, moi, ça m'a un petit peu surpris à l'époque. Fred Vasseur dit, on n'avait pas besoin de quelqu'un comme Adrian Newell. Finalement, on fera très bien sur lui et on a tous les talents pour. Alors évidemment, il faut valoriser ton équipe. Donc, mais qui peut dire aujourd'hui dans le paddock, on n'a pas besoin d'Adrian Newell? On peut s'en passer. Non, voilà. On verra ça. Tout à fait. Alors, pas tirer non plus trop de conclusions d'un Grand Prix comme l'Australie. Qu'est-ce qui se passe après donc Vasseur démarche Pierre Vacher, donc le numéro 2, ou même, enfin le numéro 1 maintenant. Voilà, c'est ça, le directeur technique sous les ordres, mais c'est lui qui fait la Red Bull quand même depuis plusieurs années. Pierre Vacher dit, je suis très bien chez Red Bull. Voilà, tout à fait. Donc un deuxième tacle quand même pour Ferrari. Et puis c'est là qu'il y a l'officialisation de Newell chez Aston Martin. Alors, Ferrari envoie un contre-feu. Ils prennent Loïc Serra, qui est le responsable de la perfo véhicule chez Mercedes. C'est une bonne prise, tout à fait. Et là, nouveau coup de théâtre. En fait, en juillet, il y a Enrico Cardile, donc son directeur technique châssis. Donc globalement, le directeur technique, hein, tout court, hein, parce qu'ils ont aussi un directeur technique moteur, qui dit, moi je m'en vais. Je m'en vais chez Aston Martin. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Il n'y a plus de directeur technique chez Ferrari. Et qui assure l'intérim? Je te le donne en mille. Fred Vasseur. Fred Vasseur qui pendant 3 mois dit, en fait, je vais assurer l'intérim. Alors, c'est pas lui qui a dessiné la voiture, on s'entend bien. C'est lui qui a suivi le projet et l'agenda en fait des travaux. On rappelle qu'il est quand même ingénieur de formation, hein, Fred Vasseur. Tout à fait, il n'est pas peintre en bâtiment non plus. Non, mais il a jamais dessiné une voiture. Donc, il avait ça. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un vide total sur le plan du design chez Ferrari. En tous les cas, il n'y a pas eu de direction technique pendant 3 mois. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On vous l'a dit la semaine dernière. Le 1er octobre, il y a Loïc Serra qui arrive. Et là, il n'a jamais dessiné une voiture, mais il dit je vais changer tout l'avant. Voilà. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. Alors, on n'en est qu'à un Grand Prix. C'est ce que j'allais te dire. On va voir ça, mais ils ont pris des risques. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'ils payent cette période de flottement. Sans doute 3 mois sans directeur technique, 2 directeurs techniques différents l'année dernière, avec un trou d'air, mais vraiment énorme, de 3 mois où tu fais ta voiture. Juillet, août, septembre. Même si en août, il y a le break, il y a le shutdown, tout est fermé. C'est là où tu construis vraiment les fondamentaux de ta voiture. Et tu as une ligne directrice. Bon, donc ça vient peut-être de là. Et plutôt qu'effectivement de dire on a pris Lewis Hamilton, tu sais, un bon ingénieur, c'est toujours mieux, quoi qu'il arrive, qu'un bon pilote. Non, parce que mais t'as raison. Une bonne voiture, ensuite, t'as raison. Un bon Maintenant, pilote. attends un peu. Moi, ce que j'ai trouvé aussi, ce qu'on a vu, on a beaucoup regardé, épié. J'ai 2-3 camarades qui étaient à Melbourne. J'ai le sentiment aussi que la greffe entre Lewis Hamilton et son équipe dans sa partie du garage, elle n'a pas encore tout à fait pris. On s'apprend encore mutuellement. En témoignent les échanges radio pendant la course. Alors, attends, avec Riccardo Adami, qui était l'ingénieur de Carlos Sainz, qui était l'ingénieur auparavant de Sebastian Vettel. Et j'ai été surpris de certaines remarques. Par exemple, Lewis Hamilton qui demande justement à Riccardo Adami de ne pas systématiquement répéter chaque message. En fait, je pensais que après son arrivée, on allait faire quand même quelques simulations de course.
pour justement apprendre à savoir comment on communique. J'ai eu le sentiment aussi par moments que Riccardo Adami, qui est italien, ne comprenait pas très bien ce que lui disait Lewis Hamilton. Voilà. Alors, attends, je te coupe juste. Moi, en fait, vendredi et samedi, je me dis, mais en fait, il n'y a qu'un truc qu'ils n'ont pas transféré, enfin, ils ont transféré à la radio. C'est-à-dire que je réentendais les mêmes messages radio Mercedes que l'année dernière. Je me suis dit, c'est les mêmes problèmes. J'ai pas de grippe, la voiture est nerveuse, etc. Je me dis, ils ont tout changé sauf ça. Et puis, en fait, le dimanche, c'est la chute totale. Moi, je pense que Riccardo Adami était habitué à bombarder Carlos Sainz de messages parce que Carlos Sainz avait besoin d'être rassuré, tout simplement. Ou et informé. Il répétait les choses. Voilà. Et puis, il y a un moment quand même aussi où c'était un peu tangent parce que Riccardo Adami, il explique presque que il a besoin d'utiliser la puissance maximale. Tu as l'impression qu'ils sont lors d'une séance d'essai, où ils ont besoin de tester certaines choses parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas avoir un très bon résultat. Et Hamilton, mais je pense que Hamilton il botte en touche, lui dit laisse-moi tranquille avec ça. Ouais, il a dit 2 fois quand même. Je pense que c'est aussi une séance d'essai. Tu vois bien, à un moment, il leur dit j'apprends la voiture, laissez-moi comprendre un peu la voiture en course. Donc, quelque part, on est dans un laboratoire grandeur nature pour, et c'est là où pour Lewis besoin Hamilton. De multiplier les paramètres, il faut faire simple. Et ça, de mémoire, alors on n'avait pas la profusion de tous ces messages radio à l'époque quand Vettel est arrivé chez Ferrari. J'ai le sentiment que la symbiose avait été un petit peu plus rapide à l'arrivée du quadruple champion du monde, pourtant qui venait de chez Red Bull, hein, le grand ennemi de Ferrari à l'époque. La différence, c'est que Vettel, il parlait italien. Et ça, je suis persuadé que... Alors, évidemment, à la radio, on parle anglais. Hein, même un pilote français, à son ingénieur français, parle anglais. Mais dans les garages, je pense que le soir, une fois que la journée est terminée, avoir un pilote qui parle italien, en tout cas qui fait l'effort de s'exprimer en italien, ça doit aussi assurer une partie de la cohésion. Je ne dis pas que ça ne se fera pas. Hamilton, c'est quelqu'un de très humain. Ça va se faire, mais ça va être un petit peu long. Et c'est vrai que là, on a senti Lewis Hamilton un petit peu soucieux de surtout pas placarder la voiture, de faire des tours. Mais il avait une alerte, c'est tête à queue. Bah, c'est Charles Leclerc qui a fait un tête à queue en course. Ils ont fait chacun un tête à queue parce que en qualif, c'est Lewis Hamilton. Ouais. Et en course, c'est Charles Leclerc. Voilà. Et quand tu fais un tête à queue, quand même, c'est que ça veut dire que c'est sur du rapport depuis un moment. Ouais, c'est clair. Non. Donc, voilà, première un petit peu, clairement décevante. Alors que chez Mercedes, quand même, c'était assez rare que ça lui arrive. Ouais, c'est vrai. Et qu'il ne placardait pas la voiture. Et là, je pense qu'il avait vraiment peur. Donc, voilà, frustration. Et donc, comme tu l'as dit, Gilles, 5 points. 5 points, c'est le plus mauvais total depuis 2009 de la Scuderia Ferrari. On a regardé, en fait, c'est assez étonnant, mais la Scuderia démarre bien ses premiers Grands Prix, généralement, dans l'année. Vous voyez, c'est souvent... L'année dernière, Carlos Sainz avait gagné. Hein. Tout à fait, c'était le 3e Grand Prix de l'année. Oui. Mais voilà. C'est vrai. Et là, on passe quand même... Il y a eu des pointes à 44 points. Même l'année dernière, c'était tout à fait correct. C'était 27 points, voilà. Mais là, 5 points, effectivement, c'est l'alerte rouge pour les Ferrari, je pense. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas voulu nous le dire samedi déjà, ce qui s'était mal. On a pensé à un moment que ils s'étaient qualifiés avec un setup pluie en prévision du samedi. Mais là, je me suis dit dimanche. Si c'était ça, c'était grave parce que la voiture ne faisait pas la différence sur la pluie, sur piste mouillée. Donc c'était autre chose dont il ne voulait pas parler. Fred Vasseur a dit on n'a pas tout mis ensemble. Voilà, donc il y avait des choses qui tenaient à la performance pure, qui n'ont pas donné les prestations voulues, souhaitées. C'est vrai que quand tu es à 65 centièmes, il y a quelque chose qui cloche. 3 dixièmes encore, non. 6 dixièmes, il y avait un souci. Ça fait beaucoup. Bon, on retiendra, pour la petite histoire, l'échange radio entre Charles Leclerc qui dit j'ai de l'eau dans mon siège, je ne sais pas d'où ça vient, et son ingénieur qui lui dit ça doit être de l'eau. Ok, merci. C'est du liquide. Et son ingé lui dit ça doit être de l'eau. Ok, merci. Magnifique. Voilà, ça conclut un petit peu ce week-end de Ferrari raté. On verra si ça sera mieux en Chine. Pour beaucoup, c'était le baptême du feu en Australie. Hein. Il y a pas mal de débutants, on en a parlé dans le peloton de la F1 cette saison. Là, c'était plutôt le mal des débutants du côté de Melbourne. Je te coupe Gilles, pour la Formula One, il y en a 6 des débutants officiellement. Oui, voilà, c'est du délire. On nous a balancé un classement
qui était, c'est pas que c'est fantaisiste, mais je trouve que c'est surfait, parce qu'il y a un problème aussi, c'est que quand tu as le point du meilleur tour qui disparaît, on nous a plus quasiment parlé en fin de course, c'était quand même un soulagement. Ouais. Ce concept bancal qui est remis au goût du jour en 2019, dont on avait dit les lignes. Ça y est, c'est fini. On remet pas une pièce dans la machine. Et qui donnait lieu quand même à des arrangements, bizarreries, des bizarreries, etc. On est reparti sur un autre truc où en fait il faut nous apporter du matériel médiatique parce que derrière ça, tu crées un concept et puis après tu sponsorises. Sauf donc, que tu as un concept qui disparaît, il faut en créer un autre. Donc il y avait 6 débutants, donc je retiens une chose simplement pour Formula One, c'est que Liam Lawson est débutant. Voilà. Donc, je résume, il a fait combien 8 Grands Prix. Il était débutant en 2023, il était débutant en 2024, il est débutant cette année. Je te laisse imaginer, Gilles, ce qu'il en sera pour Liam Lawson en 2026-2027. Qu'on soit bien clair, je ne sais pas pour toi, ça c'était pas prévu, mais on va le faire. Il y a 3 débutants au Grand Prix d'Australie. Voilà. Isaac Hadjar, Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli. Point. On est d'accord. Voilà. C'est tout. Parce que même Mick Doohan, il a fait un Grand Prix la saison dernière. Alors, il n'en a fait qu'un, mais n'empêche qu'il en a fait un. Bref, voilà. Ça c'était entre nous. La nouveauté, c'est qu'il y a des bons d'essence pour ces jeunes pilotes. Liam Lawson et Berman, en fait, partent de la pit lane. Oui. Tout à fait. Et là, il y a eu un règlement qui a été mis en place, et ça, c'est pas mal. C'est que si tu pars des stands, tu dois accomplir le tour de formation pour au moins consommer un tour d'essence pour être à égalité avec tout le monde. Ben là, qu'est-ce qui s'est passé quand Hadjar est sorti? Berman et Lawson sont restés en bout de pit lane. Ils ne sont pas sortis. Donc ils ont gagné un tour d'essence. Ouais. Mais en fait, non, ils n'en gagnent pas un, ils en gagnent 2. Parce que si tu réfléchis bien, eux, ils restent dans les stands, au garage. Toutes les voitures sortent de la piste et accomplissent le tour de formation. Mise en grille. Oui. Donc, un tour d'essence. Pardon. Et ensuite, il doit faire le tour de formation, 2e tour d'essence. Donc, ces deux-là ont gagné 2 tours d'essence, ce que j'appelle les bons d'essence, en fait. D'accord. Et il faudra se pencher là-dessus de plus près, parce que si c'est une course sur le sec, c'est un vrai avantage. Oui, clairement. Alors, même si sur ces 2 tours qui sont à moyenne vitesse, tu ne consommes pas autant, à l'arrivée, il y a un delta. Et quand tu balances une voiture de sécurité et que 6 pilotes ont gagné quelques places et qui sont déjà au milieu du peloton, c'est un vrai avantage. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Donc, ils se sont fait un petit peu piéger par rapport à ça. Cet événement malheureux de Isaac Hadjar, on va en parler au 2e virage. On va en parler. C'était vraiment frustrant, mais Isaac Hadjar donc est parti à la faute dans le tour d'installation. Enfin, pas dans le tour d'installation, dans le tour de formation. Oui. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je me suis trompé. Donc là, je me retrompe histoire de vraiment faire mon Isaac Hadjar à moi. Hein. Je suis moins rapide que lui, mais je peux faire 2 erreurs. Encore mieux que lui. Terrible parce que il avait fait un très beau week-end jusque-là. On imagine qu'il avait pensé, repensé, imaginé, rêvé de ce premier départ en Grand Prix depuis des années et des années. Et il part à la faute. On l'a vu dévasté aussi. Moi, c'est peut-être ce qui m'a le plus impressionné et peut-être sans juger du tout, peut-être un petit peu ennuyé. Parce que je me souviens des paroles de Jean-Paul Driot qui disait, au-delà de la vitesse, la première qualité qu'un pilote de Formule 1 doit avoir, c'est d'être cold fish, poisson froid, c'est-à-dire pas d'émotion, voilà, ni dans les hauts, ni dans les bas. Alors, l'émotion, effectivement, c'est le mot que j'allais prononcer parce que Isaac Hadjar, dans ces moments importants, ça fait 2 fois très émotionnel. Alors c'est très sympathique quand il fait sa première FP1 où il nous dit c'est génial et tout. Ok, très bien. Mais là, à un moment, les larmes. Et je vais te dire, qu'il soit humain, c'est très bien et on fera jamais le reproche à ce garçon-là qui a l'air d'être très bien élevé et tout va très bien. Je pense à Helmut Marko. Ah ben là, qui voit un de ses pilotes pleurer. Il a dit c'est gênant. Attention, parce qu'Helmut Marko, je ne sais pas s'il a retenu plus la sortie de piste ou les larmes. Et face à un Helmut Marko, je crois que montrer ses sentiments, c'est pas le bon moment. Là, je me suis dit, effectivement, il a pas marqué un point. Mais après, on comprend sa déception, on comprend sa frustration. Hein. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ça fait la 2e fois de suite que ça arrive à Isaac Hadjar. Finale de la saison de Formule 2 l'année dernière, à Abu Dhabi, 2e course. Il est sur la grille, Isaac Hadjar. Il a 4,5 points, je crois, récupérés sur Bortoleto pour être champion. Grosse pression. Grosse pression, il cale. Il ne démarre pas, tout le monde s'en va sans lui. Il démarre la course 2 tours après tout le monde. Et c'est là où c'est important, il rate le coche. Et cette année, c'est pareil. Alors,
C'est un axe, faut le prendre comme un axe de travail. C'est-à-dire qu'en pilotage, il est très fort, voilà. Mais par contre, il va falloir travailler sur ce point-là. Oui, mais alors moi, ce que je retiens juste une chose, c'est que Adjar n'a pas fait le kéké. Non. Ce deuxième virage. Il y en a qui a un bon coup d'accélérateur, et puis tu vas dans le mur, tu comprends que t'en as trop fait, et que là, c'est pas un cirque. Il était très prudent. Et il y en a d'autres qui se sont fait avoir mais vraiment un tout petit coup d'accel en trop. C'est vraiment, vraiment bête. Et les conséquences sont énormes. Et ce qui fait de lui un pilote qui n'est pas encore un pilote de Formule 1 officiellement. Parce que ça sera en Chine, quand il prendra réellement son premier départ, qui deviendra un pilote de Formule 1, ça lui enlève ce statut. C'est juste incroyable. Voilà. Non partant, bon, c'est pas très grave, mais belle qualif, c'est ce qu'on tient. Franchement, maintenant, il faut faire attention à Tsunoda qui a obtenu le meilleur résultat pour une équipe de Faenza depuis 2016 et une qualif de Verstappen. Avec cette voiture-là, qui s'appelait... Non, il a bien démarré à l'époque. Donc, il a mis la barre quand même assez haut. Et il y a la pression un petit peu de toutes parts. Émotionnelle, la pression du résultat. Tsunoda, même si après, il était plus effacé en course, il a fait le job. On comprend que la voiture a du potentiel. Et là, Isaac ne pourra pas dire, bon, la voiture est un petit peu moyenne. Elle est bien. Elle a l'air d'être bien. Et on sait qu'il est capable de bien l'exploiter. Il y aura peut-être moins ce problème en Chine où, s'il ne pleut pas déjà, ça ira. Et puis après, les murs seront quand même un petit peu plus éloignés. S'il fait une faute, alors à moins de conséquences. Il va pas en faire à chaque fois. Voilà. Non, mais il est débutant, donc on comprend tout à fait ça, vraiment. Mais c'était malheureux. On va parler de Gabriel Bortoleto, qui était plutôt sous les radars, mais bon, en qualif, il sort de la Q1. Il dose tout de suite Hülkenberg, qui n'est pas le type le plus rapide du monde sur un tour. Et là, tout de suite, il s'est posé. Voilà. Donc, message envoyé à Marco, c'est pas un pilote de classe B. Moi, je pense vraiment, il a été solide en Formule 2. Il est champion de Formule 2 en titre. J'attends de voir ce qu'il va donner. Et, il finit par se faire prendre au piège. Il finit par se faire prendre au piège au moment le plus compliqué de la course. Il va taper. Alors, j'ai revu aussi le moment de l'accident et en fait, il est en pleine conversation radio à ce moment-là. Et là, c'est là que tu te dis de temps en temps, les ingénieurs, les gars, c'est son premier Grand Prix. C'est la guerre en piste. Faut pas faire des discours à ce moment-là, quoi. 2-3 mots et ça suffit. Et là, en pleine conversation, il met une roue sur la bande blanche, descendez. Tout à fait. Et comme c'est un vrai circuit en Australie, que quand vous faites une erreur, 9 fois sur 10, vous tapez le mur, ça c'est terminé. C'est le même problème que Douane. Alors lui, je ne sais pas s'il est en conversation radio, mais ligne blanche, tête à queue, terminé. Et je me faisais la réflexion, est-ce que, quand ils sont simulateur, parce qu'ils font des heures de simulateur, est-ce qu'on leur dit, aujourd'hui il pleut, tu as des bandes blanches partout, fais gaffe, etc. Parce que tu as l'impression que ce n'est pas un réflexe, quelque chose d'intégré dans leur cerveau de fuir ces lignes blanches. Qui sont repeintes en noir en plus, donc on les voit d'autant moins. Il y en a trop qui se sont fait avoir là-dessus. Ça aussi, c'est ce qui compte, c'est le tour de reconnaissance du jeudi où tu dois savoir où est-ce qu'elles sont et tu dois intégrer ça et tu sais que ça peut te servir le samedi pendant une qualif pluvieuse, le dimanche pendant une course pluvieuse et tu dois l'avoir présent à l'esprit et j'ai eu l'impression que ces jeunes pilotes, ces débutants n'avaient pas intégré assez ça. Je pense que ça fait beaucoup d'informations à gérer. Mais pour moi, de mémoire, Bortoleto, en plus, c'est pas une ligne blanche qui est au milieu de la piste. On sait que c'est un parc. Non, mais Douane, c'est l'exemple type. Oui. Là, c'est ligne blanche. Ouais. Tiens, on va en parler de Jack Doohan. On sent l'énorme. On a senti tout le week-end l'énorme pression qu'il y avait sur ses épaules. Heureusement, on est en Australie, donc c'était quand même difficile d'évoquer du côté de Flavio Briatore tout de suite l'ombre de Franco Colapinto. Il débute bien. Le vendredi, il est quand même sur les 2 séances libres devant Pierre Gasly. Alors, on ne sait pas combien il y avait d'essence dans les voitures. Il est devant Pierre en Q1. Il passe en Q2, donc c'était plutôt pas mal. Après, il y a cette sortie dans le premier tour qui va faire un petit peu désordre et qui va accroître encore sa pression. J'ai 2 choses à dire sur Jack Doohan. D'abord, on a quand même annoncé quelques jours avant la nomination d'un 4e pilote de réserve chez Alpine. 4. Il y a des équipes qui n'en ont pas, il y a des équipes qui en ont 1, 2. Là, on en est à 4. Bientôt, on va pouvoir faire une équipe de basket chez Alpine. S'ils ne sont pas bons en F1, peut-être qu'ils pourront essayer d'aller jouer en Euroleague. 100% marketing, ils en sont très contents. C'est bien. Je ne sais pas ce que paye, parce que concrètement, c'est ça. Je veux dire, derrière, il y a de l'argent qui rentre quelque part. On ne les nomme pas comme ça. Et des pilotes qui ne mettront jamais
les fesses dans un baquet de Formule 1. Donc je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est pour faire. Ils ciblent des marchés, Oui, avec des représentants. Ouais. Moi, je trouve qu'il ferait mieux de les appeler pilotes ambassadeurs ou jeunes pilotes ambassadeurs. On comprendrait. Donc mais là, nous faire croire que les nommer comme ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui est faux. Vraiment. Là, le dernier, c'est Kushmaini, un pilote indien. Au passage, alors là, c'est presque un aveu que je vais vous faire. J'ai pensé à un truc au moment du départ. Je ne sais pas combien on est, mais ça doit se compter sur les doigts d'une main. J'ai presque honte. Mais c'était la première fois depuis le 6 septembre 1992 qu'on avait un Doohan et un Lawson ensemble sur une grille de départ. La fois précédente, c'était à Kyalami. Mais c'était pour un Grand Prix moto. Pour te dire que vraiment, là, je me suis dit, mince Gilles, t'es vraiment malade, t'es vraiment piqué au sport méca, ça va pas du tout. Alors, donc, si effectivement... en moto, hein. Voilà, c'est ça. Jack Doohan est le fils de son père, Nick, quintuple champion du monde de MotoGP, une légende absolue. Pas MotoGP. C'était Grand 500. Prix moto à l'époque, c'était en 500. C'était en 500, effectivement. Mais par contre, Liam Lawson, c'est pas du tout le fils. Ou alors, non, c'est pas où était Eddie Lawson. Ouais, tout à fait. Il faudra demander à madame. Voilà. Eddie Lawson n'a rien à voir avec Liam Lawson. Mais je me suis fait la réflexion, et au moment où je me suis fait la réflexion, j'ai dit, oh là, toi, t'es vraiment tordu. Voilà. C'était mon aveu. Je suis désolé. On parle de champion, je crois, Lawson, confirme-moi, mais triple champion 500. Quadruple, ouais. Non. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. On a eu Lawson et Doohan ensemble sur le grille de départ. Ça n'a pas duré très longtemps. Doohan sous grosse pression, comme tu l'as dit, il y a l'ombre là de Colapinto qui se rapproche. Franchement, il ne faut pas qu'il en fasse une autre comme ça, parce qu'après, Briatore va appuyer sur le bouton. Là. Tu veux nous parler d'Ollie Biermann, puisqu'on va élargir aux jeunes pilotes, sortir des rookies purs et durs. Non, mais c'était en miroir de ce que j'avais dit la semaine dernière, où moi je pensais vraiment que c'est plus la Bella Macchina Rossa, tu vois, de l'année dernière. On l'a jugé vraiment sur ce Grand Prix à Jeddah 7e. Pour moi, le Hamilton débutant, c'est ça, de 2007, il doit faire podium, si la voiture vaut podium. Je crois que c'était un peu loin, mais on s'était emballé par rapport à ça. Tant mieux, c'est des jeunes pilotes, on en a besoin. Et puis là, c'est vraiment le gros retour sur Terre. Franchement, 2 drapeaux rouges provoqués en essai, des crashs, comme tu dis, de la pièce détachée, vraiment tanké dans les graviers. Et puis il a gravillonné d'autres fois. C'est un enfer, quoi. Avec une voiture qui n'a pas l'air fringante. Ça va être compliqué. Tout à fait. Et après, en fait, problème aussi en Q1 avec boîte de vitesse cassée, c'était peut-être les conséquences de choc, etc. Bref, qualifié en fond de grille, il est parti des stands, comme on l'a dit. Et puis le dimanche, là, c'était juste enregistrer des datas. Mais bon, quand on enregistre des datas sur piste mouillée, c'est pas terrible. Donc c'était un peu un coup pour rien, c'est un petit peu dommage, mais lui aussi il est sous une grosse pression, mais il a bien réagi en disant la saison est longue. Est-ce que tu veux nous parler, nous dire quelques mots de Liam Lawson? Liam Lawson, on est là maintenant, on est quand même, je trouve, assez loin de ses déclarations incendiaires que je trouvais prétentieuses, que tout le monde trouvait prétentieuses sur ses qualités de pilote l'année dernière, qu'il fallait le mettre tout de suite dans la Red Bull et que ça marcherait beaucoup mieux. Là, il est en mode Pérez, tout simplement. Il l'a reconnu, d'ailleurs. C'était la moindre des choses, de toute façon. Mais au-delà de ça, au-delà de tous ces problèmes, ça veut dire une chose, c'est que Red Bull n'a plus personne dans son réservoir de pilotes. D'habitude, tu avais vraiment des pilotes éligibles pour être coéquipier de Vettel. Ouais. De Vettel, quand Mark Webber est parti, on savait que Ricciardo, c'était un très bon. Voilà. Ça a été plus compliqué quand sous l'ère Verstappen, et ça le reste, même si Perez a fait des très bonnes choses les premières années. Mais là, on voit que question jeune pilote, là, ils ont personne en réserve. Et je trouve que c'est assez inquiétant, parce que le jour où ils vont perdre Verstappen, ils seront obligés de recruter à l'extérieur, mais ça ne sera pas dans leur optique, leur politique du fait maison. Voilà. Bon, alors, après, Horner l'a couvert sur son crash au virage numéro 2, qu'on pourrait peut-être appeler le virage Red Bull Academy. C'est vraiment. Et on en revient à ces mots de Marco, n'essaie pas de le battre. À Lawson, n'essaie pas de battre Max, tu n'y arriveras pas. Je pense quand même que ça va être assez difficile pour lui d'intégrer cette notion.
elle va rentrer peu à peu dans sa tête, mais ça va être difficile. Mais il a frotté des murs, il a gravillonné, comme je dirais aussi en essai libre. C'était quand même assez moyen. Puis là, ça se termine effectivement par une sortie. Et en plus, c'est pas très prudent de la part de Red Bull de le laisser en piste en pneu slick, alors qu'on voit que tout le monde rentre pour prendre des intermédiaires. Et puis, ce qui devait arriver de toute façon. Là, c'est même pas de sa faute, c'est on l'a envoyé au casse-pipe, tout simplement. Oui, ou alors on voulait aussi peut-être en fait avoir quelqu'un qui tâtait la piste en temps réel. Mais là, il n'y en avait plus besoin parce que oui, à ce moment-là, Verstappen était en intermédiaire, donc il n'y avait plus aucune raison, voilà, etc. Peut-être juste à gêner, je ne sais pas où était positionné. Non, je crois pas. Donc il n'y avait même pas un risque de double arrêt au stand avec une gêne pour Verstappen. Donc je ne vois même pas comment est-ce qu'ils l'ont laissé en piste à ce moment-là, mais ça ne fait pas ses affaires. Et puis ça veut dire aussi que la course au titre constructeur, elle va se faire à un pilote. Elle va être très très difficile. On connaît l'histoire. Bon, il nous reste à parler, on a parlé du mal des débutants, il y en a un qui s'en est bien sorti, c'est Kimi Antonelli, qui a un peu pris la pluie pendant la qualif, sorti dès la Q1. En revanche, il a cassé son plancher surtout en course, fait. Oui. En passant vraiment sur une bordure. Ça, c'est un petit peu l'excuse. Avancer assez vite, voilà. Comme Aston Martin pour Fernando Alonso, parce qu'évidemment, Fernando Alonso ne fait pas d'erreur. Et le dimanche, c'était les graviers qui traversaient la piste juste avant qu'il passe. Bon, voilà. Ça, c'est pas de chance quand même. Oui, voilà. Et donc, Kimi Antonelli qui a remonté jusqu'à la 4e place. Alors, il avait pris pendant un moment une pénalité de 5 secondes de la part des commissaires de piste pour un retour dans la voie des stands jugé dangereux. Mercedes a fait appel, a eu gain de cause. Moi, j'ai eu quelques contacts avec des personnes qui étaient dans la voie des stands à ce moment-là et qui m'ont dit on ne comprend pas trop comment la pénalité a été levée parce que franchement, le retour, il était très très chaud. Bon, c'est comme ça. Toujours est-il que ça a rapporté la 4e place je trouve à Kimi Antonelli. Il a un culot, mais monstrueux. Il fait un tête à queue, on repart comme si de rien n'était. Mode jeu vidéo, on y retourne. Et tu as vu le dépassement le dépassement sur Alexander Albon. Je vous le dis, si vous l'avez pas vu, parce que je crois pas qu'il était en direct pendant la course, allez voir le dépassement de Kimi Antonelli sur Alexander Albon. Ça vous place tout de suite le garçon, c'est à 300 km/h. Si ça passe pas, il est de l'autre côté de l'Australie quand il se repose. Mais... Alors, pour préciser, le plancher endommagé, c'était 5 dixièmes en qualif de manque à gagner, forcément, mais c'est parce qu'il avait fait une petite... Et c'est parce qu'il avait fait une boulette. Bon, n'empêche qu'en course, il a été ultra solide. On a vu tous ceux qui se sont fait piéger. Ok. 4e place, c'est beau. C'est très très beau. Franchement, à 18 ans, c'est énorme. Et ça permet à Mercedes d'être en tête au classement des constructeurs, à égalité avec McLaren, histoire de dire, on n'a plus les Lewis, mais on est là. Oui, tout à fait. Et Mercedes, on n'en avait pas parlé dans le numéro d'ouverture de cette saison parce qu'on ne savait pas tellement où il se positionnait finalement. Donc, on attendait de voir. Russell a dit, on est quand même assez beau au classement final, 3e et 4e. C'est pas exactement notre position, on a tout maximisé, mais c'est ce que c'est faire une écurie, tout simplement. Puis on verra par la suite. Faire le dos rond. Mais en tous les cas, la Mercedes, je pense aussi qu'elle sera dans le match pour la victoire sur certaines courses. Et on pourrait voir effectivement Anthony remporter un Grand Prix. Mais en tous les cas, ça nous lance bien la saison. Et puis un Russell, franchement, qui est un garçon qui est mûr pour le titre mondial. Solide, on ne sérieux. le voit pas, aucune erreur. Aucune erreur du week-end. Donc, pas un mot plus haut que l'autre. Il attend, je pense, avec impatience 2026, qui promet beaucoup, en tous les cas sur le papier. Mercedes dit, nous, on a un moteur qui est une bombe. On verra après ce que vaudra le châssis. Mais si tu sens bien, Gilles, James Allison, qui a repris le projet en cours il y a maintenant 1 an et demi sur la technique, il corrige peu à peu quand même. Il arrive à récupérer de la perfo dans cette voiture, qui est pas mal. Malheureusement, je pense que le développement va s'arrêter assez vite, quasiment pour tout le monde. Bon, mais en tous les cas, pour l'instant, c'est pas mal. Ça donne un joli petit truc. Alors, en revanche, ce qui n'est pas très très joli, c'est l'heure à laquelle il va falloir continuer à mettre le réveil pour le prochain Grand Prix. Donc, direction la Chine. Première séance d'essai libre vendredi. Coup d'envoi 4h30 du matin. Allez, ok. Et ensuite, on enchaîne avec la qualif pour la course sprint. C'est 8h30. Là, c'est presque grasse matinée, 8h30. Samedi,
départ de la course sprint à 4 heures. Et ensuite, on enchaînera avec la qualif du Grand Prix à 8 heures. Le Grand Prix, lui, sera dimanche à 8 heures. Bon, les heures de sommeil, on verra plus tard, les gars. Ah, là, je pense que on paye notre écho là-dessus. Ouais. Mais la Chine aussi apportera quelques éléments complémentaires de réponse sur les forces en présence. On attend maintenant Ferrari une réaction. Déjà, hein, ils sont sur la défensive. Ils vont avoir une grosse pression quand même. Oui, clairement. Oui, il y en a quelques-uns qui vont avoir la pression du côté de la Chine. Voilà, c'est la fin des Fous du Volant pour aujourd'hui. On se retrouvera donc la semaine prochaine. Publication à partir de mardi pour ce nouveau numéro des Fous du Volant qui sera consacré au Grand Prix de Chine. On a tout dit, Stéphane ? Je pense. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Rendez-vous mardi et d'ici là, on coupe le contact.